Hello hello! Pour celles qui sont là en vidéo, il y a un chat sur mon lit derrière moi. Bienvenue dans ce premier épisode de Handicapé pas incapable. Je parle de mon cas, de comment j'en suis arrivée là, de ma dépression. On va évoquer rapidement mon eczéma aussi, même si c'est pas le sujet principal, mais j'aurais peut-être quelques petits trucs à dire dessus quand même. Je prends ma liste de petites questions que je pose d'habitude aux invités et je vais me l'appliquer à moi. Alors bonjour, moi c'est Queer Bienveillante ou aussi appelée Émilie. J'utilise tous les pronoms. Au niveau des préférences, j'aime beaucoup quand les gens utilisent quelque chose qui n'est pas elle pour moi, parce que j'aime beaucoup l'idée de casser les normes de genre, etc. Mais il n'y en a aucun qui me fait du mal, donc tu peux utiliser ce que tu veux pour parler de moi. J'ai 22 ans maintenant. Je fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Je parle pas vraiment du domaine de mes études pour l'instant, parce que je fais mes études dans une ville qui est pas assez grande pour que je puisse en parler librement et que ce soit pas dangereux pour moi, je pense, donc je le garde pour moi. Et là, je vais rentrer en bac plus 5. Ma couleur préférée, eh ben j'ai pas de couleur préférée, les amis. J'arrive pas à choisir, je comprends pas. Arc-en-ciel, j'imagine, ou il n'y a pas de couleurs qui ont un sens pour moi. Je pense que j'aime bien le vert, et ma couleur préférée depuis toujours, quand j'étais petite, c'était le violet. Mais sinon, aujourd'hui, j'ai pas de couleur préférée. Si tu veux me faire plaisir, c'est un petit arc-en-ciel, quoi. Et une célébrité qui m'inspire, une des personnes qui m'ont pas mal formée quand je grandissais, c'était Superwoman ou Lily Singh, qui est une personne, et j'ai toujours trouvé ça hyper inspirant, que elle disait, elle était pas bien, elle était en dépression, et qu'elle disait, bah, j'ai commencé à faire des vidéos parce que je me suis dit que si j'arrivais à faire sourire les gens, je pourrais me faire sourire moi-même, à moi-même. Et je trouve ça fou parce que c'est à peu près ce qui m'arrive à moi. Enfin, moi, c'était pas au niveau du sourire ou quoi, mais si je pouvais donner des conseils aux gens qui leur servent, peut-être que je pourrais m'appliquer ces propres conseils à moi. Et c'est comme ça que tout ça a commencé. Aujourd'hui, je la suis plus trop, donc je sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui, mais quand je regardais ses vidéos, j'aimais bien ce qu'elle faisait et je me dis que peut-être un jour je pourrais être la prochaine Lily Singh, tu vois, pas sur tout, mais sur le fait de créer du contenu, d'aider les autres, et voilà. Alors ensuite, la deuxième partie, c'est sur mes troubles, mes handicaps, etc. Alors moi, j'ai été diagnostiquée, alors pas diagnostiquée, j'ai pas de papier en me disant tu as ça, mais je suis en dépression légère. J'ai deux psychiatres qui me l'ont dit. La première, c'était en décembre 2020 ou en janvier 2021. Et comment ça s'est passé? En gros, ça fait un moment que je suis pas bien. Je pense que c'est depuis que je suis rentrée dans mes études supérieures que j'ai déménagé, que j'ai commencé à vivre seule, à devoir cuisiner moi-même, à ne plus avoir de rythme que mes parents m'imposaient plus ou moins. Et être dans des études qui me plaisaient pas aussi, être dans une relation qui était pas très saine. Tout ça a été, et de devoir tout reconstruire, de perdre toutes mes marques et de devoir tout reconstruire. Et aussi le fait que je me sois... C'est à ce moment-là que j'ai fait ma prise de conscience écologique, prise de conscience sociale. Je pense que tout ça a été beaucoup trop pour mon cerveau et que du coup je m'autorisais à plus faire grand chose et que du coup je culpabilisais à chaque fois que je faisais quelque chose et que du coup bah, la dépression est née, je pense. Depuis là, je suis allée voir des psychologues. Psychologue, ça m'a pas tellement aidé parce que j'y allais pas dans l'idée de résoudre des choses, j'y allais juste dans l'idée de parler, ce qui en soi était déjà pas mal, hein. Mais j'ai pas fait un suivi assez régulier pour me rendre compte de quoi que ce soit. Alors, j'étais allée voir des psychologues, deux psychologues, je crois. Une payante et une avec mon école. Et ça m'a pas servi énormément. Mais voilà, j'ai jamais eu trop peur d'aller me faire aider. Et là, à la rentrée de septembre 2020, je faisais un stage de 6 mois. Et donc je me suis dit, ok, j'arrive dans une nouvelle ville, j'ai envie de reprendre une nouvelle vie, enfin, de me reprendre en main sincèrement. Donc même si en ce moment ça va pas hyper mal, je vais me faire suivre par quelqu'un qui puisse me suivre aussi bien dans ma ville de stage que dans ma ville de mes études, que dans ma ville où mes parents habitent. Et le seul moyen que j'avais trouvé pour faire ça, c'était de prendre quelqu'un en ligne. Donc j'ai fait plusieurs essais, j'ai fait une vidéo ma toute première vidéo que j'ai fait sur YouTube, c'est sur mon processus de psy, enfin de comment j'ai trouvé les psys et tout. Et donc après ce processus-là, j'ai trouvé donc une psychiatre qui m'a très rapidement dit tu es hypersensible, genre dès la deuxième séance, j'étais en mode très bien,
Ça fait un moment que je me renseignais sur l'hypersensibilité, je savais pas vraiment ce que c'était ou quoi. Je sais toujours pas, mais au moins j'ai la confirmation d'un professionnel qui m'a dit que ça me correspondait. Ensuite, on a parlé de pas mal de choses. Et à un moment, elle m'a dit oui, ça ressemble quand même à un épisode dépressif ce que tu décris là. Hein. J'étais en mode d'accord. Et j'ai laissé passer. Et la séance d'après, donc 2 semaines après, elle m'a redit ouais, non, mais ça, c'est quand même caractéristique d'un épisode dépressif. J'étais en mode ok. Ah, d'accord. Et du coup, un épisode dépressif, c'est pareil qu'une dépression. Hmm, très bien. Et là, c'est là que ça m'a. Ben, c'est là, à ce moment-là, que ça m'a touchée. Enfin, pas ça m'a touchée, mais ça a fait son petit chemin dans ma tête. Et c'était les vacances de Noël à ce moment-là. Donc, je suis rentrée chez mes parents. J'ai pris un petit carnet. Et j'ai noté tous les symptômes, enfin, tout ce que j'avais moi, que je pensais être des symptômes de dépression. Pour qu'à la séance d'après, je lui fasse la liste de tout ce que j'avais noté. Et que là-dessus, elle puisse me dire si j'avais une dépression ou pas. Et ben, la séance d'après, je lui ai lu les symptômes. Au bout du troisième, elle m'a dit non, mais en fait, genre, oui, enfin, ça suffit. Le troisième, c'est déjà un symptôme assez important de dépression pour que tu t'arrêtes là, en fait. Mais du coup, je lui ai quand même tout lu parce que ça me faisait du bien de pouvoir sortir tout ça. Mais elle me disait, avec ce que je sais, elle m'a dit en gros, avec ce que je sais de toi, et là, tu en fais la liste, on est bon, on sait. Et je pense qu'elle attendait que ça vienne de moi. Parce que dès que du coup je suis arrivée avec cette liste-là, elle m'a prescrit des antidépresseurs, avec mon accord évidemment, hein. Mais elle devait attendre que ça vienne de moi, que la décision vienne de moi et que je me rende compte que c'était réel, quoi. Et que c'était pas juste moi qui imaginais ou qui avait la flemme, quoi. Voilà pour la petite histoire. Pour continuer dans cette histoire de la psy, elle a fait son travail comme il faut, etc. Mais j'ai trouvé que ça marchait plus très bien. Du coup, j'ai cherché une nouvelle psy qui me correspondait un petit peu plus. Et j'ai trouvé une nouvelle psy qui me suit aussi régulièrement, qui a changé mon traitement et puis qui correspond un peu plus, qui comprend un peu plus ce dont je lui parle, avec qui je connecte mieux en fait. Alors, depuis quand donc j'ai expliqué comment ça impacte ma vie de tous les jours. Alors déjà, il y a tous les jours quand je suis en vacances et tous les jours quand je suis à l'école. Quand je suis en vacances, j'ai des choses à faire, mais j'en ai moins. Et c'est pas des choses que je dois faire absolument au jour pour le jour, quoi. Au niveau de mes tâches, je filme ces vidéos YouTube, j'en monte, etc. Mais c'est pas un truc qui me stresse parce que si je le fais pas, il n'y a pas forcément de conséquences. Donc la vie, c'est pas forcément la même. Par contre, en vacances, je suis avec du monde, je suis avec de la famille, je suis avec des potes. Et du coup, j'ai l'impression que en vacances, je masque plus ma dépression que quand je suis seule. Ça veut dire que quand j'ai pas forcément l'énergie de faire quelque chose, et ben je vais peut-être soit m'enfermer dans ma chambre parce que je sais pas, j'ai pas les mots pour dire ce qui va pas, ou alors je vais le faire quand même si ça me fait que je dépense toute l'énergie que j'ai disponible. Le symptôme, enfin je sais pas si c'est un symptôme, c'est pas spécifique à la dépression, mais comme dans tous les troubles et handicaps, c'est un symptôme à partir du moment où ça arrive très, très souvent et à partir du moment où ça te fait du mal. Et moi, donc, c'est l'apragmatisme que m'a dit ma psy la dernière fois. Enfin, le mot qu'elle a mis dessus, c'était le mot apragmatisme. Et c'est le fait de avoir énormément de mal à commencer les choses. Même si c'est des choses qu'une fois que tu les fais, c'est pas compliqué. Mais avoir énormément de mal à le faire parce que t'arrives pas forcément à te projeter, ou parce que tout te paraît difficile, parce que en fait t'es bloqué. Et moi je suis bloquée en tout cas. Et j'ai vu quelqu'un sur TikTok qui en parlait et qui expliquait que, enfin pas forcément dans ce cas-là, lui c'était plus dans le cas du TDAH, mais c'était la même sensation et du coup je réutilise cette analogie-là. C'est qu'on comprend, enfin pour réussir à expliquer cette sensation de blocage, c'est comme si tu devais pour la vie, tu devais mettre ta main sur une plaque qui chauffe, sur le feu par exemple. Tu veux mettre ta main sur le feu et que bah, tu sais qu'il faut. Genre, t'en as besoin pour passer à l'étape d'après, j'en sais rien. Mais ton corps, il te dit non, 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 tu peux pas faire ça, le fais pas, c'est dangereux et tu vas pas y arriver à mettre ta main dessus. C'est instinctif que ton cerveau il te dise de pas le faire. Mais là, c'est pareil. Tu sais pas pourquoi, mais c'est pas tu t'y arrives pas, ton cerveau te bloque à l'étape d'avant. Je sais pas si c'est clair.
En tout cas, moi, je me suis vachement reconnue là-dedans. Ensuite, au niveau de l'école, alors, avant d'avoir un diagnostic, avant de me faire suivre par des psychiatres, je galérais. Alors, au lycée, du coup, j'ai toujours eu des bonnes notes. Pas des facilités, mais des facilités à travailler. J'ai toujours énormément travaillé, mais c'était pas hyper dur pour moi de me mettre au travail. Et ensuite, par contre, quand je suis arrivée en études supérieures, là, ça a été extrêmement dur pour moi. Ça se caractérisait comme je me lève juste avant de partir à l'école. Dès que l'école est finie, je rentre parce que j'habite juste à côté. Je parle à personne. Enfin, je parle à personne. Je parle à des gens en cours ou à la cantine. Mais à la fin des cours, je parle à personne, je rentre directement. Et puis je me mets dans mon lit et j'attends que ce soit le soir et qu'il faille aller se coucher et que même j'arrive pas forcément à dormir directement. Mais je culpabilise sur le fait que j'arrive pas à travailler, je stresse sur le fait que je travaille pas, je stresse sur la quantité de devoirs que j'ai à faire, sur la difficulté de ce que j'ai à faire. Je n'ai pas l'énergie de faire à manger ni de m'asseoir à table pour manger quelque chose de facile à faire à manger. Et puis en plus de ça, j'étais dans une relation qui me faisait pas du bien et j'attendais de la personne en face qu'elle me sauve, ce qui n'a évidemment pas marché. Et du coup, je me reposais énormément sur cette personne, et puisque la personne m'apportait pas tout ce que je voulais, tout ce dont j'avais besoin, tout ce que je lui demandais, puisque c'était pas possible, et ben je m'en voulais parce que je savais que je lui en demandais trop, mais en même temps, ben c'était mon seul espoir. C'était complexe, et du coup, à chaque fois que cette personne me donnait pas ce dont j'avais envie, ben, je me mettais à pleurer parce que j'étais trop mal, parce que j'attendais des choses qui n'étaient pas possibles. Bref, en gros, culpabilité, stress et incapacité à faire des choses qui paraissent simples. Je prenais quasiment pas de douche. Ouais, je pense que je prenais une douche à chaque fois qu'il fallait que je me lave les cheveux. Brosser les dents, quasiment pas beaucoup non plus. Évidemment, pas forcément d'énergie de faire de sport ou quoi. Et puis c'est à un moment où je m'isole beaucoup du coup parce que je vais pas bien et je sais pas. J'ai pas les mots pour exprimer mon mal-être, et du coup, à chaque fois qu'il y a des gens qui m'appellent, bah, soit je décroche pas, soit je. Bah, c'est des appels très rapides parce qu'ils vont me demander comment je vais et que ça va pas, mais que je sais pas comment expliquer, j'ai pas les solutions, et à chaque fois que j'ai essayé, ça s'est pas passé comme j'avais envie, donc je préférais rester dans mon coin et pas en parler à personne. Voilà. Donc ça, c'était pour le avant diagnostic, et à partir du moment où j'ai eu un diagnostic, à partir du moment où j'ai accepté mon état, j'ai demandé à la psy qui me suivait de me faire un papier pour pouvoir adapter mon cursus dans mon école. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire ça depuis février là, 2021. J'ai rajouté un semestre dans mes études. En fait, j'ai étalé le nombre de matières que j'avais. Au lieu d'avoir 12 matières en un an, j'ai 12 matières en un an et demi. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 6 matières par semestre, j'en ai que 4. Et du coup, ça me permet de les bosser comme j'en ai besoin et de faire avec ce que mon cerveau veut bien m'autoriser à faire. Parce que je pense que ma capacité de concentration a aussi diminué avec la dépression. Et donc, le fait de pouvoir étaler comme ça me permet de toujours finir mes études tout en ayant une qualité de vie plus élevée que si je n'avais pas. Parce que j'avais pas de doute sur le fait que j'allais pouvoir réussir à valider mes semestres comme il faut, sauf que c'était le coût que j'avais pas envie de mettre, quoi. Je savais l'état dans lequel j'allais être si j'allais avoir les 6 matières comme il fallait, et j'avais pas envie, je me sentais vraiment pas. Je me sentais capable, je savais que j'allais le faire, mais j'avais pas envie de continuer dans cet état-là. Et donc j'ai demandé cette accommodation, et c'était juste. Là, ça fait qu'un semestre du coup que je le vis, et c'est génial. C'est génial. Maintenant que j'ai mon diagnostic aussi, je m'autorise plus à commander de la nourriture. Je vais essayer de changer petit à petit ce rythme-là quand je vais retourner en études, là, mais comme je vous répète hyper régulièrement, c'est plus important de manger un truc pas équilibré que de rien manger du tout. Et donc je me le répète, et quand j'ai pas l'énergie de faire à manger, et ben je commande. Je mange un hamburger, je mange un truc qui est pas en conviction avec mes valeurs, je mange de la viande, je mange un truc en fast-food à la con, mais c'est moi la priorité. C'est moi la priorité. Donc je mange ce qu'il faut. De quoi nourrir mon corps.
Au moment où j'ai commencé à prendre les antidépresseurs, ma qualité de vie s'est améliorée, mais c'est aussi au moment où mon stage se finissait, je reprenais les études et du coup j'avais un rythme plus cool et je retournais à un endroit que je connaissais. Donc j'arrive pas vraiment à savoir quel était l'impact de l'antidépresseur, quel était l'impact du changement d'environnement, mais en tout cas ça va mieux. Et depuis que j'ai changé d'antidépresseur, ça va aussi mieux de différentes manières. Là, j'ai l'impression que ma dépression s'est améliorée du fait que... J'ai l'impression que là, je culpabilise moins. Avec les nouveaux antidépresseurs, je suis beaucoup moins dans la culpabilisation. Quand j'arrive pas à faire quelque chose à cause de ma dépression, je sais que c'est à cause de ma dépression et je m'en veux pas autant qu'avant. Donc c'est cool. Je crois que mon frère va lancer la tondeuse, donc il risque d'avoir du bruit. J'ai toujours assez de mal à en parler avec mes proches, mais j'ai plus de vocabulaire et je suis plus sûre de moi dans ce que je raconte, donc ça va mieux. Mais est-ce que je me sens légitime ? J'ai du mal à me sentir légitime. J'ai toujours du mal à me sentir légitime parce que déjà c'est une dépression légère et pour moi la dépression c'était quand t'avais plus envie de vivre en fait. Ou quand t'étais triste tout le temps. Et en fait moi c'est pas ça, moi c'est un manque d'énergie et un manque de motivation. Et ce manque d'énergie et ce manque de motivation, je fais un travail sur moi pour me rendre compte que c'est lié à ma dépression et que c'est pas juste de la flemme et qu'il faut pas juste que je me pousse, que j'ai aussi le droit d'accepter que des fois c'est plus dur pour moi que pour les autres. Et c'est comme ça, mais c'est dur de se sentir, je trouve ça dur de se sentir légitime, surtout quand du coup c'est une dépression légère et que j'ai l'impression que tous mes potes qui sont dans mon école sont dans le même état que moi en fait. Bon, du coup, la tondeuse est allumée, mais je vais continuer à filmer quand même. J'ai l'impression que tous mes potes sont dans le même état que moi et que tout le monde est pas bien mentalement en fait. J'ai l'impression que tout le monde est pas bien mentalement. Et du coup, c'est dur de se sentir légitime en sachant que toi, tu as des accommodations, moi, j'ai des accommodations, moi, je demande de l'aide et que la plupart de mes potes souffrent plus ou moins de la même façon et que personne demande de l'aide. Genre, est-ce que je suis vraiment en dépression ? Et que je suis juste la seule qui demande de l'aide et tous mes proches sont pas bien aussi? Ou est-ce que juste, je sais pas, c'est moi qui ai un niveau de sensibilité à ma tristesse et à ma motivation plus fort que les autres et du coup j'exagère? Je sais que c'est pas le cas parce que 2 psys m'ont diagnostiqué en dépression. Enfin, du coup, j'ai pas eu de papier de diagnostic, mais les deux m'ont fait des papiers pour donner à mon école pour dire regardez, elle va pas bien, elle a besoin d'aide. Mais donc je sais que je suis légitime, mais c'est assez dur de se sentir légitime quand même. Ensuite, toujours sur la partie donc de mon vécu maintenant, est-ce qu'il y a eu une différence entre l'avant et l'après-diagnostic ? Oui, je culpabilise beaucoup moins de pas arriver. Je mets des mots, je connais le mot apragmatisme en différent du mot de la flemme. Je m'en veux beaucoup moins et j'apprends à vivre avec la dépression et pas contre la dépression. Parce que quand j'ai pas l'énergie de prendre des douches, c'est pas grave, je prends pas de douche et je m'en veux pas. Et je culpabilise pas. Et quand le jour où j'ai l'énergie de faire plein de choses, j'en profite et je fais plein de choses et je range tout pour que ce soit plus agréable pour le moment où j'ai plus d'énergie. Il y a des hauts, des bas et j'apprends à vivre avec au lieu de vivre contre. Et puis du coup, je peux plus en parler aussi. Maintenant que j'ai un diagnostic, maintenant que j'ai un mot, j'ose plus parler de mon mal-être à mes proches, même si c'est quand même dur. Mais j'ose plus en parler parce que c'est un truc réel et je peux... Je sais pas. Ouais, je me sens plus légitime, donc je peux en parler et j'ai des mots pour dire ce que je ressens aussi. Et puis je me sens aidée aussi, j'ai ma psy qui m'aide, et puis j'ai TikTok qui m'aide énormément à mettre des mots sur ce que je ressens. Donc en fait, le moment où j'en parle à mes proches, c'est pas un moment où j'ai besoin d'en parler, parce que j'ai déjà fait ce travail de besoin avec TikTok ou avec ma psy. Et donc quand j'en parle avec mes proches, c'est beaucoup plus détaché, ou c'est pour demander des accommodations sur le moment avec les personnes avec qui je vis, quoi. Alors ensuite, la question d'après, c'est comment j'ai vécu la découverte et est-ce que mon regard envers moi-même a changé ? J'ai pas l'impression que mon regard envers moi-même a vraiment changé.
Mon regard envers moi-même a changé à un moment où j'étais en train de faire du coup le rapport sur le handicap et que j'avais vu que la définition du handicap c'est quand tu peux pas faire des choses que la société attend de toi. Et que à un moment j'ai pris le train pour rentrer chez moi et puis après il fallait que je prenne le bus. Normalement il y a quelqu'un qui était censé venir me chercher et puis finalement il a fallu que je prenne le bus parce que la personne n'a pas pu venir. Et ensuite après le bus il a fallu que je marche genre 10 minutes avec ma valise, mon sac à dos et pour rentrer chez moi. Et je me suis trouvée incapable de marcher les 10 minutes. Je me suis mise à pleurer dans le bus parce que ça me paraissait trop dur, parce que j'avais pas assez d'énergie pour marcher les 10 minutes, pour tenir la valise, pour tenir le sac, il faisait chaud. Je savais qu'après j'avais les 5 étages à monter. Ça me paraissait inenvisageable en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit waouh, genre j'ai dû appeler mon pote qui a pas voulu venir me chercher sur le moment, qui vient me chercher à l'arrêt de bus pour m'amener chez moi, alors qu'en soi c'était à 1 minute de voiture, tu vois. Mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ouais, j'étais handicapée, ouais. Ouais. Ensuite, j'imagine que mon regard aussi a changé au niveau du fait que, ben, puisque c'est un handicap, c'est légitime et que c'est pas que de la flemme et que c'est pas juste il faudrait que j'essaye plus ou je suis pas juste une mauvaise personne à ne pas arriver à répondre aux messages. J'ai une raison et ça m'aide à culpabiliser moins, quoi. Alors maintenant, dans la partie sur les autres personnes, est-ce que le regard de tes proches a changé? Est-ce que tu as eu une différence de traitement? Le regard de mes proches, j'ai pas forcément l'impression. Est-ce que j'ai une différence de traitement? Non, pas trop, c'est juste moi qui me suis plus ouverte en fait. Parce que mes proches ont toujours été hyper open sur ce que j'avais à dire ou quoi. C'est juste que j'avais pas les mots pour le dire et du coup, bah, c'est moi qui a changé mon traitement avec eux, ma façon d'agir avec eux et du coup, forcément, ça s'est adapté quoi. Mais non, mais mes parents sont pas. Enfin, j'ai déjà eu une personne dans ma famille qui a souffert d'une dépression beaucoup plus lourde, donc ils savent ce que c'est. C'est pas, on n'est pas psychophobe à la maison. J'ai cette chance que ce soit compris et accepté. Est-ce que j'ai déjà vu de la représentation de mon handicap dans les médias classiques? Dans les médias classiques, non. J'ai vraiment pas de souvenir. Là, la seule chose qui me revient en tête, c'est la série One Day at a Time, je sais plus, et dans laquelle on parle d'anxiété, et dans laquelle c'est une des premières fois où je vois quelqu'un aller voir un psy et avoir une vie de tous les jours, enfin pas un psy mais aller faire une thérapie et avoir une vie de tous les jours classique. Parce que là quand j'y pense, j'ai aussi l'exemple de Monk, qui est une personne avec des TOC, contrôle je pense, mais je suis pas, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé la série, qui va voir des psys aussi, mais qui a pas une vie, qui est vue comme une personne différente dans la société. Et là, c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui avait vécu des choses, qui allait en thérapie pour son bien-être personnel et qui pouvait quand même avoir une vie normale à côté. Et que les gens ne voyaient pas forcément l'intérêt de sa thérapie, mais la personne allait à la thérapie pour elle-même. Et elle a pris des antidépresseurs. Et ça, je l'ai regardé pendant le semestre là de septembre à décembre 2020, quelques mois avant que la psy me prescrive mes antidépresseurs. Et je pense que ça m'a énormément aidé à accepter le fait de se faire aider et de prendre des antidépresseurs. Sinon, non, dans la dépression, j'ai cette image de personne vraiment qui ne peut plus rien faire et qui n'a plus envie de vivre en fait. Et je pense que ça m'aurait aidé d'avoir des représentations autres que One Day at a Time, qui ne traite pas de dépression mais qui traite d'anxiété et de thérapie, parce que du coup j'avais l'impression que ce que je vivais c'était pas vrai. Enfin ça valait pas le coup de se faire aider parce que j'avais pas envie de plus vivre quoi. Moi j'aimais bien ma vie, c'est juste que c'était dur et je pensais pas que ça c'était de la dépression. Et je pense que si j'avais eu des représentations plus rapidement, j'aurais su que ce que j'avais c'était une dépression. J'aurais su qu'en tout cas ce que j'avais ça méritait de se faire aider. Et sur les réseaux sociaux, alors sur les réseaux sociaux moi je suis beaucoup du côté santé mentale de TikTok, mais j'ai l'impression que les gens que je suis ou que je vois qui ont une dépression, pareil c'est des dépressions plus lourdes que moi et je me sens pas hyper légitime non plus du coup parce que tous les gens autour de moi n'ont plus envie de vivre ou veulent se faire du mal ou se font du mal ou sont fiers de plus faire de mal. Et moi j'en suis pas du tout là et j'ai l'impression du coup d'exagérer, même si je sais que c'est pas vrai.
Mais j'aimerais bien avoir des gens qui ont du mal à faire les tâches de la vie de tous les jours sans avoir plus envie de vivre non plus, tu vois. Je pense que ça me ferait du bien aussi, ce genre de représentation. Ensuite, est-ce que tu peux nous parler de l'aspect politique de ce que tu as? C'est totalement ok si tu ne sais pas répondre à cette question, mais si tu as des infos, c'est le monde est lâché. Je n'y connais rien du tout. À part que moi, je prends beaucoup de mon contenu, de tout, des réseaux sociaux aux États-Unis et que je suis clairement reconnaissante du fait que je n'ai pas à payer mes séances de psy parce que c'est des psychiatres et que c'est remboursé et que je n'ai pas à payer mes antidépresseurs. Ou alors je paye 4 € par mois. Et je suis extrêmement reconnaissante pour ça parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas voir de psy, qui ne prennent pas d'antidépresseurs parce que c'est trop cher. Après, évidemment, je suis quand même dans un milieu privilégié, hein, j'en suis consciente. Parce que même en France, j'ai quand même de l'énergie d'aller voir la psy, j'ai quand même le forfait téléphonique qui me permet de faire des visios par téléphone. J'ai la voiture pour aller à la pharmacie si j'en ai besoin. Enfin, je suis quand même privilégiée. Mais par rapport aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Sinon, sur ce qui se passe en France, j'en sais rien du tout et j'aimerais bien me renseigner, mais pour l'instant, ça me fait trop peur. Puisque je pense aussi que ma dépression est aussi liée au fait que c'est là que j'ai eu ma prise de conscience écologique et ma prise de conscience humaine, sociale, politique, tout en même temps. Je me détache énormément de tous ces sujets-là parce que ça me déprime très fort, ça me met mal. Je vois que je connais pas assez de choses, je vois que j'aurais même, avec tout ce que je peux essayer, je suis en études, je fais des choses et je pourrais pas tout savoir et je pourrais pas tout comprendre et je pourrais pas avoir je peux pas avoir d'impact aussi gros que ce que j'aimerais avoir et j'ai peur de voir où on va en fait pour l'instant. J'espère que dans le futur ça s'améliorera et que j'aurai l'énergie et la possibilité de me renseigner sur ce genre de sujet, mais aujourd'hui tout ce qui est politique, écologie, tout ça, je fais un énorme blocage, je ne suis pas en état, je ne suis pas capable de me renseigner là-dessus pour l'instant. Et je trouve que c'est quand même important d'en parler. Alors au niveau de la conclusion maintenant, les questions de la suite c'est est-ce que j'ai des ressources à partager qui parlent de ce que j'ai? Alors en français, j'ai Marion de Colors of Marion, évidemment. J'ai ce que je fais moi, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, mon compte Insta. Je suis la mieux placée pour parler de ce que j'ai, je pense. Et en français, après, c'est assez dur qui parle pas de la dépression, mais qui parle de santé mentale et de poser des limites avec les gens et de relations toxiques et tout. Ce qui est important aussi pour se soigner d'une dépression. C'est Tevi. Sinon, voilà, je vous les mettrai en description, tout cela. Des livres, des influenceuses, des émissions, non, rien du tout. Hein. Des assos non plus. En vrai, faudrait que je regarde s'il n'y a pas des assos de dépressifs. Un conseil à la moi que j'étais avant mon diagnostic ou au début de ma dépression. Donc pour moi, c'est la moi de 2017 la moi de 18 ans qui rentre en études supérieures. Le conseil que j'aurais à lui donner, c'est d'aller voir un psychiatre et de faire une liste des choses qui font que ça va pas. Pas des choses qui font que ça va pas, mais une liste des choses qui montrent que ça va pas. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire, qu'est-ce que tu arrives à faire, qu'est-ce qui est dur pour toi à faire, qu'est-ce qui te fait pleurer, voilà. De faire une liste de tout ça et de te rendre compte que c'est pas normal et d'aller avec cette liste-là avoir un professionnel pour te faire aider le plus rapidement possible. Voilà, je pense que c'est ça le conseil que je me donnerais. Un conseil à des personnes qui sont dans la même situation que toi aujourd'hui. Donc c'est des personnes qui ont eu un diagnostic ou pas, mais qui sont sûres de leur dépression. Vous avez le droit de vous faire aider. Non, vous n'exagérez pas. Quand vous dites que ça va pas, c'est que ça va pas. Si vous le vivez de façon négative, c'est que c'est négatif. Il faut que vous vous donniez dans vos têtes des priorités, que vous les écriviez ou pas, mais il y a des priorités. Et des fois, répondre à des messages, c'est pas forcément des priorités, mais manger, c'en est. Je me base beaucoup sur la nourriture parce que si on donne pas assez d'énergie à notre corps, il a pas assez d'énergie pour faire ce qui nous paraît encore plus dur après. La nourriture, c'est la base de notre énergie. Même si c'est pas le seul problème, hein. Si t'as beau manger comme il faut et équilibré et tout, c'est pas pour ça que tu vas soigner ta dépression.
Mais si déjà si t'as de l'énergie pour faire une chose, essaye de l'utiliser pour manger, pour que ton cerveau il puisse se battre contre la dépression. Un mot pour les valides ou le neurotypique qui nous écoutent. Oui, croyez-nous s'il vous plaît. Et soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute et n'assumez pas que vous connaissez mieux ce dont on a besoin que nous. Et si jamais à un moment on a un moment de pas bien et que vous en êtes conscient, si vous pouvez nous dire un truc du genre qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et dans ces moments-là, en général, quand on est vraiment pas bien, on sait pas ce qu'on veut. En tout cas, quand on est au début de ce processus-là, on sait pas ce qu'on veut. Et du coup, proposer, est-ce que tu veux que je te laisse? Est-ce que tu veux un câlin? Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux te distraire? Proposer différentes options pour que nous, on voit ce qui nous plaît le plus. Essayez aussi de ne pas donner des conseils aux gens qui n'en ont pas demandé. Ça marche pour tout, mais pareil, si quelqu'un vient avec un problème ou avec une situation quelle qu'elle soit, avant de donner la solution que tu as en tête, tu peux toujours demander si la personne a besoin de solution ou si la personne a juste besoin de se vider, d'en parler et elle sait qu'après elle va s'en sortir, donc c'est pas un problème quoi. Et la dernière question que je pose aux gens, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver? Et ben ici, sur ce podcast, qui s'appelle donc Handicapé par incapable, ou sur ma chaîne YouTube, Queer Bienveillante, sur laquelle sont disponibles également les interviews en version vidéo. Sur la chaîne YouTube et sur mon compte TikTok aussi, queer-du-bas bienveillante, et sur Insta, queer-du-bas bienveillante. Là-bas, je parle donc de communauté LGBTQ+, de santé mentale, de relations toxiques, je donne des définitions, je parle un petit peu de ce que je trouve important sur le moment. Et ouais, si je peux interagir avec vous un maximum, ce serait top. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là jusqu'au bout, de m'avoir écouté. J'ai pas parlé d'eczéma du coup. Si je peux faire un truc rapide sur l'eczéma, faites-nous des représentations s'il vous plaît les gars. S'il vous plaît, j'ai jamais vu quelqu'un avec de l'eczéma dans des films, dans des séries. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait la même peau que moi. Là ça va beaucoup mieux, mais quand j'ai grandi, je culpabilisais énormément de mon eczéma, Écrivez des personnages handicapés, des personnages différents de la norme, avec des personnes concernées, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Et oui, et ne dites pas aux gens, arrête de te gratter. Parce que ça ne marche pas, ça nous fait culpabiliser encore plus. Tu peux dire aux gens, je vois que t'es en train de te gratter, que t'es en crise, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Mais dire, arrête de te gratter, c'est un ordre, c'est culpabilisant, ça fait... c'est pas ouf. Et ben après j'ai marqué merci, donc d'habitude je dis merci aux invités d'avoir répondu à toutes les questions. Mais merci à vous d'avoir écouté en entier, c'est vraiment hyper ouf, hyper cool que vous soyez là encore et que vous ayez écouté mon vécu, mon ressenti jusqu'au bout. Donc Handicapé par incapable, c'est un podcast qui sort une semaine sur deux normalement, le lundi. Dans le prochain épisode, on va interviewer Manon, qui est une personne qui a des douleurs chroniques au poignet et qui a un TDAH non diagnostiqué. Et elle va donc nous parler de ses douleurs, de son diagnostic, enfin la même chose quoi. Si jamais il y en a parmi vous qui souhaitent donner leur vécu, qui souhaitent parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé en podcast ou qui souhaitent parler d'un sujet qui n'a pas encore été traité sur le handicap, mais c'est volontiers, vous pouvez me contacter sur Insta ou par mail, je vous mettrai le mail par là. Et puis je vous dis à dans 2 semaines du coup pour le prochain épisode de podcast. À la semaine prochaine pour une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de boire de l'eau, prendre vos médicaments, etc. Mais c'est pas ça que j'allais dire. N'oubliez pas si vous pouvez commenter, liker, vous abonner, ce serait ouf parce que du coup pour l'algorithme c'est mieux, c'est ce qu'il faut, c'est ce dont on a besoin. Donc si vous pouvez me donner ce petit coup de pouce là, ce serait cool. Et le partager autour de vous, avec vos amis, avec des gens qui pourraient être intéressés, si vous avez trouvé ça intéressant. Voilà. Et donc, pour finir, comme toujours, n'oubliez pas de boire de l'eau, de prendre vos médicaments et de manger un bout, parce que comme je l'ai dit, manger c'est la chose la plus importante. Manger et dormir, c'est les 2 seules choses qui nous permettent de nous donner de l'énergie. Donc si tu peux arriver à manger un petit peu, je suis fière de toi. Des bisous.